Bonjour à tous. Dans le cadre de mon cours sur la fabrication et la consommation des parfums de l'Antiquité, j'ai demandé aujourd'hui au professeur Nicolas Tran de venir nous donner un éclairage à partir de l'épigraphie. Je ne suis pas un spécialiste du tout d'épigraphie. Je suis un archéologue de terrain, donc, comme vous le savez, j'ai principalement fouillé des installations de parfumeurs. Il m'a paru tout à fait essentiel d'avoir le regard d'un autre type de champ de recherche pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnaient les parfumeries et comment s'inséraient les parfumeurs dans la société. Le regard apporté par l'épigraphie est certes biaisé, nous le verrons à plusieurs reprises, mais il apporte quand même un certain nombre d'indications liées à la nature même des supports sur lesquels les inscriptions ont été faites. Alors Nicolas Tran s'est rendu célèbre, si j'ose dire, par un très bel ouvrage qu'il a publié à l'École française de Rome en 2006, qui s'appelle « Les membres des associations romaines, le rang social des collegiati en Italie et en Gaule sous le Haut-Empire », qui est une synthèse remarquable sur la question donc des collèges de professionnels et autres dans l'Occident méditerranéen, principalement donc en Italie et en Gaule. Depuis, il n'a cessé de travailler à partir du même matériau de base, qui sont les inscriptions, sur un certain nombre de domaines. Il a soutenu récemment une habilitation qui concerne particulièrement les tavernes, les tabernae, c'est-à-dire les ateliers et les boutiques, et les personnages qui gèrent ces tabernae, donc une espèce d'entrepreneurs de l'Antiquité, si on peut dire. Ouvrage qui est en cours de publication à nouveau à l'École française de Rome, dans la collection qui s'appelle Bibliothèque de l'École française de Rome et d'Athènes. Et il a aussi, évidemment, labouré le terrain des inscriptions en s'occupant particulièrement récemment de la cité de Valence, pour laquelle il va donner l'édition des inscriptions connues dans cette cité. Si je l'ai invité aujourd'hui, c'est que parmi l'ensemble de ces recherches qui sont très vastes et qui concernent aussi bien le statut du travail, l'apprentissage, les divers types de travailleurs, ça peut aller des bouchers jusqu'aux charpentiers, etc. Il s'est intéressé particulièrement au métier de parfumeur, notamment dans un article qu'il a publié avec Madame Bonsangue, qui s'appelle « Le métier de parfumeur à Rome et dans l'Occident romain », paru dans l'ouvrage dirigé par Lydie Boudiou et Véronique Mel, qui s'appelle « Parfums et odeurs dans l'Antiquité », paru à Rennes en 2008. Et dans cette occasion, il avait fait le point donc sur l'épigraphie concernant les parfumeurs, notamment l'épigraphie occidentale en latin. Et c'est cette recherche que je lui ai demandé de venir présenter ici, en introduction en quelque sorte à une discussion que nous aurons ensuite sur ce que peut apporter aujourd'hui les inscriptions, qu'elles soient sur pierre ou sur autre type de matériaux, à la connaissance de la production et du commerce des parfums. Monsieur Tran est agrégé de l'université, il a été maître de conférence à l'université de Rennes 2. Ensuite, il a été membre de l'École française de Rome, ce qui lui a permis ce temps
décharge, en quelque sorte, lui a permis d'écrire cet ouvrage qui s'appelle Dominus Tabernae, le statut du travail des exploitants des entreprises artisanales et commerciales dans les sociétés urbaines de l'Occident romain. Et désormais, il est professeur à l'université de Poitiers. Nous avons donc ici affaire à un épigraphiste déjà chevronné, et je lui laisse donc directement la parole pour nous présenter le sujet d'aujourd'hui. Bien, bonjour à tous. Ce n'est pas la première fois que Jean-Pierre Brun me fait à la fois l'honneur et le plaisir de me solliciter pour parler des parfumeurs romains. Et je l'en remercie à nouveau. Avant d'accepter cette invitation au Collège de France, j'en ai fait participer au film de CNRS Images, Le parfum retrouvé, paru en 2011. Jean-Pierre Brun vous en a sans doute parlé, puisque son rôle a été majeur dans ce projet. Pour ma part, j'ai répondu aux questions sur le statut social des parfumeurs que Luc Ronat, le réalisateur, m'a posées pendant une après-midi. Alors, conformément au cahier des charges de l'entretien, j'ai mis l'accent sur l'apport des textes en général et de l'épigraphie en particulier. Alors, après l'étape du montage, il est resté plus grand-chose de cet échange d'une après-midi, c'est la loi du genre. Cependant, j'ai conservé le canevas de questions que Luc Ronat m'avait envoyé au préalable, et j'y ai repensé au moment de préparer ce séminaire. En réalité, il m'a paru intéressant de me servir de ces questions comme d'un fil conducteur. Le plus souvent, les historiens répondent aux questions qu'ils se posent eux-mêmes, en appelant ça un peu pompeusement problématique. Évidemment, la part de rhétorique est toujours grande quand on écrit la réponse à une question dans le mauvais ordre, si je puis dire. Puis je me suis dit que je répondrais peut-être mieux à vos propres interrogations en me soumettant à un point de vue extérieur. Alors, pour autant, la réalisation d'un film de bonne vulgarisation scientifique et l'animation d'un séminaire de recherche sont deux exercices différents. Les sources ne peuvent pas avoir la même place. Donc, j'ai inclus dans mes réponses l'étude de documents précis, et puis vous verrez que je passerai un peu vite sur des éléments généraux dont vous a parlé Jean-Pierre Brun ou dont il vous parlera plus tard. Alors voilà la première question que m'a posée Luc Ronat en guise d'introduction. Pouvez-vous nous rappeler quels étaient les mœurs et usages de cette époque, les différents groupes sociaux, les structures de l'esclavage, les possibilités d'évolution dans la société? Alors évidemment, je ne vais pas répondre de manière détaillée à cette vaste question, mais tout de même, il me semble utile de rappeler que trois principes d'organisation de la société sont à connaître pour comprendre le milieu des parfumeurs romains. Le premier principe est le suivant. Les hiérarchies sociales étaient très marquées, du fait notamment de l'existence de forts clivages juridiques. Et le clivage le plus important était celui de la liberté, qui opposait des hommes libres à des esclaves. Mais ce facteur de positionnement dans la société se combinait avec d'autres clivages, économiques notamment, pour définir la position d'un individu dans la société. Deuxième principe, des relations verticales unissaient des individus placés à différents échelons de la hiérarchie sociale. Les gens modestes, les plébéiens si l'on veut, étaient bien souvent sous l'emprise et dans la dépendance des plus puissants. Ces relations liaient des patrons, protecteurs si vous voulez, et des clients, des patrons et des affranchis, des maîtres et des esclaves. Troisième principe, malgré tout, des possibilités étaient laissées aux individus d'évoluer dans la hiérarchie sociale. Ils pouvaient changer de catégorie. Pourquoi ? Parce que les affranchissements étaient fréquents et les possibilités d'enrichissement non négligeables. Alors, les trois principes énoncés s'appliquent au milieu des artisans et des commerçants du monde romain. Tout d'abord, le principe de hiérarchie.
Dans l'ensemble, les gens de métier faisaient partie d'une masse très clairement inférieure aux élites. Cependant, parce qu'ils disposaient d'un savoir-faire particulier, ils ne faisaient pas partie des gentes, des plus pauvres, mais des gens modestes, si vous voulez. Par ailleurs, la hiérarchie était aussi interne. Il existait des artisans très modestes et des artisans aisés. Il était probablement rare qu'un maître artisan travaille seul, sans l'aide de quelque assistant ou apprenti. Et donc les entreprises, il faut utiliser le mot de manière neutre, les entreprises artisanales étaient hiérarchisées. Ainsi, quand l'épitaphe d'une tombe collective mentionne un parfumeur et ses affranchis, par exemple, on est tenté d'imaginer que tous travaillaient ensemble, même si on n'en a pas la preuve formelle. Et donc, en vertu de ce principe de hiérarchie interne du monde artisanal, il faut éviter les généralisations. Il serait une mauvaise méthode de parler du parfumeur romain en imaginant l'existence d'un archétype, si vous voulez. En ce qui se concerne le deuxième principe, celui des relations verticales et des liens de dépendance, l'exercice des métiers urbains était en grande partie structuré par l'existence de ces liens de dépendance. Beaucoup de tenanciers de boutiques ou d'ateliers étaient des esclaves préposés. Un grand nombre de fragments de la jurisprudence des premiers siècles de l'Empire, conservés dans le digeste compilé au VIe siècle, traitent de ces préposés, de ces institores, disent les textes, qui se voyaient confier l'exploitation d'ateliers ou de boutiques. Cette gestion leur était confiée en vertu d'une lex praepositionis affichée sur le lieu de travail. Les préposés, les institores, reversaient leur chiffre d'affaires à leur maître et étaient entretenus en contrepartie. Finalement, leur situation concrète n'était pas très éloignée du salariat, même si elle ne se confondait pas avec elle sur le plan juridique. Alors, d'autres tenanciers étaient des affranchis, dont beaucoup conservaient des liens avec leur ancien maître, qui était devenu leur patron. Ces relations étaient notamment financières. Le patron prêtait de l'argent nécessaire à la création et ou au fonctionnement d'une affaire. En réalité, entretenir ou financer un esclave ou un affranchi parfumeur revenait à choisir entre deux stratégies, la responsabilité financière du maître ou du patron étant plus ou moins engagée. Troisième principe. Même dans de telles conditions, il était possible de s'enrichir et de s'élever un peu dans la hiérarchie sociale grâce à son métier. Les hommes libres, affranchis ou ingénus, pouvaient accroître leur patrimoine en faisant de bonnes affaires. Les esclaves, en particulier les préposés, disposaient, avec l'autorisation de leur maître, d'un pécule qu'ils pouvaient faire fructifier. Et ce pécule permettait souvent, l'âge venant, de racheter sa liberté à son maître. Ce dernier n'agissait pas par philanthropie. La promesse de la liberté, pour plus tard, était un moyen d'obtenir l'obéissance de son esclave. Et le rachat de la liberté pouvait financer l'achat ou l'éducation d'un nouvel et jeune esclave. Alors, telle est la toile de fond que l'étude de l'ensemble des métiers permet de peindre. Les parfumeurs s'inscrivent dans ce cadre. Alors, voici la deuxième question. Qu'est-ce qui faisait le succès d'un parfumeur auprès des différentes classes sociales ou groupes sociaux romains? Quelle était la fonction sociale du parfum, m'a demandé Luc Ronat. Premièrement, il faut insister sur le fait que la consommation de parfums était très répandue à travers tout le corps social. En revanche, les divers groupes sociaux ne consommaient pas les mêmes produits. L'éventail d'huiles parfumées, de senteurs, disponibles à la vente était large. Il existait des produits bon marché et des produits de luxe. Les sources littéraires, dont certaines se plaisent à choisir ce type d'exemple, évoquent les parfums à bon marché utilisés par les prostituées, par exemple. Ces professionnels utilisaient du parfum à base de jonc, le scénus, que l'on pouvait se procurer à moindre frais, apprend-on à la lecture de Pline, si je me rappelle bien. Alors, tout le monde, ou presque, utilisait des huiles parfumées. Et pour vous donner un exemple extrême, je parlerai un petit peu des militaires. Même les légionnaires, comme le révèlent les fouilles des camps militaires, avaient recours à des parfums.
Les inscriptions montrent même que certains militaires étaient sinon fabricants d'huiles parfumées, du moins chargés des huiles parfumées au sein de leur unité. Il n'y a pas de raison, on y reviendra sans doute dans la discussion, pour que les militaires n'aient utilisé des huiles parfumées, des baumes, qu'à l'infirmerie. En fait, il faut déconstruire notre vision du légionnaire romain et avoir en tête que, comme tout un chacun dans la société romaine, ces militaires faisaient un usage large et diversifié des huiles parfumées. Alors, pour vous donner une illustration du problème posé par la relation entre militaires et huiles parfumées, je vous ai amené cette photographie. Vous y voyez un hôtel fragmentaire qui a été découvert à Cologne. Il manque la partie supérieure du texte, qui est une partie importante, puisqu'elle comportait le nom de la divinité honorée. Alors, ce qui est conservé, c'est le nom du dédicant, Lucius Vireius Dexter, qui a formulé un vœu et dont le vœu a été exaucé. Et donc, cet autel est le signe que Dexter s'est acquitté de son vœu, c'est ce que veut dire votum soluit, libens volontiers, laetus dans la joie, merito à juste titre. Alors, ce personnage est dit Seplasiarius in legione prima adiutricis. Alors, cette mention à Cologne de la première légion permet de dater le monument entre 70 et 86 de notre ère. Le deuxième point qui est important dans la fonction de Dexter, c'est ce nom de métier, je pense, de Seplasiarius. Nous allons voir qu'il s'agissait d'un des termes utilisés pour parler des fabricants, commerçants d'huile parfumée. Alors, cette inscription est connue depuis longtemps, mais plus récemment, dans les années 90, ont été publiés deux autres documents épigraphiques qui ne laissent aucun doute sur le statut de militaire des Seplasiarii en rapport avec des unités. Ce que vous avez ici, c'est la photographie d'une tablette trouvée dans le camp militaire de Vindolanda, en Angleterre. Et alors, il faut être habitué à ce type d'écriture, mais ici est mentionné un certain Vitalis, qui a reçu, dans le cadre d'une distribution, 5 boisseaux, 5 modillis de céréales d'Alica. Et ce personnage a reçu ces denrées en tant que Seplasiarius. Alors, le fait qu'il reçoive ces denrées montre qu'il est militaire et il était chargé des huiles parfumées au sein du camp. Bon. Un troisième document vient de Carlisle, d'un autre camp de Bretagne, qu'on dit parfois insulaire, donc de la province romaine de Bretagne. Le texte a été publié en 1991 et cite un certain Albanus Seplasiarius, dont on peut penser aussi qu'il était militaire. Donc il faut, pour résumer cette séquence, avoir en tête que une très large partie de la population de l'Empire romain avait l'usage d'huiles parfumées. Alors, il ne s'agissait pas des mêmes produits. Certains parfums, vous le savez, étaient luxueux et à diverses époques, on peut constater l'association qui est faite entre les huiles parfumées et le luxe. C'est quelque chose qui apparaît très tôt, dans l'histoire romaine. En fait, le problème du luxe est épineux dans la société romaine à partir du IIe siècle, enfin, au IIe siècle avant Jésus-Christ, où on constate que l'aristocratie se livre à des modes de consommation plus ostentatoires. C'est une des influences de l'hellénisme sur la société romaine. Et en réaction
à ces nouveaux comportements. Des lois ont été prises au IIe siècle pour réguler ces pratiques dites somptuaires, et on constate qu'une de ces lois a porté justement sur la consommation de parfums. Cette loi a été prise en 189, 188 ou 188 avant Jésus-Christ. Alors plus tard, au début de l'Empire, Pline l'Ancien établit aussi des liens entre luxe et parfum, notamment lorsqu'il parle des parfums qui atteignent des prix records, et c'est dans ce cadre qu'il parle du baume de Judée, dont nous reparlerons lors de la discussion. J'en reviens cependant à l'épigraphie pour vous montrer un autre document. Il s'agit d'un fragment de l'édit du maximum pris par l'empereur Dioclétien en 301 pour tenter d'enrayer la hausse des prix. Alors, des fragments épigraphiques sont conservés de cet édit, et leur intérêt est le suivant: ils donnent une multitude de prix plafonds que l'on peut comparer entre eux. En ce qui concerne les parfums, ces fragments révèlent des différences du simple au double environ pour le seul parfum à la rose, le rhodinum. Bon, donc là, vous voyez, on a un indice très précis, ou un indice précis de la variété des produits fabriqués par les parfumeurs romains. En fait, on en arrive à la conclusion qu'il existait une grande variété de produits plus ou moins coûteux, de clients plus ou moins riches, mais aussi une diversité de producteurs. Alors, certains professionnels étaient célèbres dans les cercles aristocratiques. C'était le cas notamment d'un certain Cosmus, dont Martial nous parle à plusieurs reprises. Bon, et visiblement, c'est quelqu'un qui est connu des aristocrates, bien en cours, si on peut dire, et dont on peut penser qu'il était assez opulent. Plus, en tout cas, qu'un petit parfumeur d'une petite ville d'Italie du Sud. Alors, au chapitre de la diversité des parfumeurs, il faut aussi dire un mot des parfumeuses, qui sont très rarement attestées, mais on en conserve quand même quelques exemples. Je vous montrerai ici deux illustrations. Vous avez d'abord ici une épitaphe fragmentaire qui vient de la ville de Rome, qui cite une certaine Bienna, c'était son nom de famille, et puis son cognomène, son surnom, vous voyez, commencé par les lettres C-O-R, et il nous manque le reste. En revanche, on conserve le nom de métier d'unguentaria en entier, et qui ne laisse aucun doute sur le statut de parfumeuse de cette femme. Ce qui venait ensuite, c'est ad, d, et puis une lacune. En fait, ce qui venait ensuite, c'est une indication toponymique. Et donc, on a affaire à quelqu'un qui tenait boutique dans un quartier de la ville de Rome indéterminé. Alors, vient ensuite un poème funéraire assez long, intéressant, mais qui ne nous donne malheureusement aucune information sur le métier de parfumeur, de parfumeuse en l'occurrence. Si vous avez un dessin d'une autre inscription qui provient du sud des Gaules, qui provient de Die, dans la Drôme. Donc je vous ai amené un dessin parce qu'on ne conserve plus maintenant que cette partie du document, la partie droite, mais on sait par les dessins plus anciens que l'épitaphe était celle d'une unguentaria morte seulement à 9 ans. Donc là, on aurait un témoignage des pratiques d'apprentissage de toutes jeunes parfumeuses de Die. La troisième attestation de parfumeuse que l'on conserve provient de Puzzol, et cette fois-ci, l'épitaphe cite une unguentaria de 71 ans enterrée par son fils. Et dans ce cas-là, on peut se demander si on n'a pas affaire à une veuve qui aurait repris la parfumerie de son mari. Il ne s'agit pas d'écrire un roman ici, mais d'établir une série épigraphique en constatant que les femmes à qui l'on attribue un nom de métier sont très souvent enterrées, non pas par leur mari, mais par quelqu'un d'autre, et il s'agit souvent de femmes assez âgées pour l'époque. Et en comparant avec l'époque moderne, on peut établir cette hypothèse de transmission d'une affaire artisanale à une veuve. Donc nous retenons cette idée de diversité sociale du milieu des parfumeurs.
Voilà la question que m'a posée ensuite Luc Ronat. Qu'est-ce que l'épigraphie et que nous apprend-elle du statut social des parfumeurs à l'époque romaine? Là encore, la question est large et je ne donnerai que quelques éléments de réponse en pointant les éléments les plus utiles. Tout d'abord, de manière très large, l'épigraphie, vous le savez, correspond à l'étude des inscriptions. Alors pour préciser, on parle d'inscriptions sur des supports durs, ce qui exclut le papyrus, les parchemins, le papier, tout en incluant une diversité de supports, la pierre, le métal, la terre cuite, le bois, et l'énumération n'est pas exhaustive. En toute logique, on pourrait réserver le terme d'inscription aux lettres gravées ou incisées, mais traditionnellement, les épigraphistes étudient également des inscriptions peintes, dites tituli picti. Cela a son importance, notamment pour les pompéianistes, les spécialistes de Pompéi, qui s'intéressent à des inscriptions électorales sur lesquelles je vais revenir. Par ailleurs, parmi la documentation étudiée, figure aussi ce que l'on appelle l'épigraphie de l'instrumentum. Alors, cette spécialité porte sur des textes inscrits sur des objets de la vie quotidienne, entre guillemets, dont la vocation première n'était pas de servir de support épigraphique. Alors, pour rendre la définition un peu plus concrète, on range dans l'épigraphie de l'instrumentum les textes apparaissant sur des amphores, sur des canalisations en plomb et aussi sur des unguentaria, c'est-à-dire des balsamères, des petits récipients de parfums. Alors, dans ce cas des balsamères, la plupart des inscriptions sont très énigmatiques. Dans certains cas, on identifie des noms, comme c'est le cas ici sur ce petit récipient, où on lit volume, et en fait c'est le nom volumnius, et là il s'agit d'un objet conservé à Nîmes, mais en Italie on conserve des objets similaires où le nom complet du fabricant de parfum apparaît, il s'appelle Aulus volumnius Janiarius. Alors, des études ont été menées sur ces marques sur balsamères à l'échelle de l'Italie. Pour le reste de l'Empire romain, on pourrait citer quelques références ponctuelles, mais globalement, je crois qu'il n'y a pas eu de tentative pour établir l'ensemble du corpus. Il faut dire qu'il faut avoir du courage, car bien souvent, les inscriptions demeurent totalement mystérieuses. Alors, l'épigraphie en général, est une source essentielle de l'histoire des sociétés du monde romain. Pourquoi ? Parce que les inscriptions apportent des éclairages largement absents des autres textes. Cela vaut pour les éclairages portant sur les milieux populaires dont les parfumeurs faisaient partie. Cependant, la lecture des inscriptions est souvent frustrante. L'épigraphie des catégories intermédiaires et inférieures correspond dans la majorité des cas à des inscriptions de pierres tombables qui, si elles sont plus bavardes que nos pierres tombales, sont tout de même laconiques, il faut faire avec. L'épigraphie des fabricants et des marchands de parfums se conforme à ces données générales. Elle regroupe un peu plus d'une cinquantaine d'inscriptions sur pierre. Les 4/5e environ correspondent à des inscriptions funéraires, quelques dédicaces, c'est-à-dire des inscriptions sacrées, et des inscriptions honorifiques complètent le lot. Ce lot est très majoritairement italien, une douzaine d'inscriptions seulement provient de provinces de l'Empire romain, de Gaule surtout. Alors, quelques documents de la ville de Rome en particulier datent de la fin ou de l'extrême fin de la République romaine, mais la majorité des inscriptions a été gravée à l'époque du plus grand développement des pratiques épigraphiques, c'est-à-dire que la majorité des inscriptions datent du Haut Empire, et plus précisément, elles datent d'une période allant du début du 1er siècle après Jésus-Christ au début du 3e siècle après Jésus-Christ. Beaucoup d'épitaphes se réduisent à la mention du nom d'un ou plusieurs défunts, d'une part, et d'un ou plusieurs proches qui ont pris en charge la réalisation de la sépulture, d'autre part.
les textes les plus longs sont des poèmes funéraires, mais sans rapport avec la parfumerie. Bon, donc le lien avec notre sujet se résume le plus souvent à un nom de métier. Il faut rester modeste face aux limites quantitatives et qualitatives de nos sources. Alors, de quel nom de métier s'agit-il ? C'est la question qui m'a été posée ensuite. Quels sont les différents termes utilisés dans les sources épigraphiques pour désigner le métier de parfumeur ? Alors, les termes utilisés sont multiples. Bon, en soi, cette diversité n'est pas très surprenante. On trouverait des illustrations dans d'autres secteurs d'activité. En fait, le vocabulaire latin des métiers est foisonnant. Le problème, c'est qu'on a du mal à déterminer si l'on a affaire à des synonymes ou de parfaits synonymes ou non. Alors, le terme le plus courant est celui d'unguentarius. Je vous ai déjà donné des illustrations. Le terme d'unguentarius est le plus courant, à la fois sur les inscriptions et dans les sources littéraires. Il découle du terme unguere, qui signifie oindre, et du nom unguentum, qui désigne tout corps gras dont on s'enduit le corps. Et donc une caractéristique majeure des parfums romains apparaît bien ici, il s'agit de produits à base d'huile. On rencontre aussi sur les inscriptions le terme seplasiarius, que je vous en ai déjà montré un exemple aussi. Ce terme découle d'un toponyme, la Seplasia était une place de la ville campanienne de Capoue. On y vendait le séplasium, vraisemblablement un onguent qui faisait figure de spécialité locale. Alors, les textes sont peu nombreux et aucun ne dit explicitement que les séplasiarii étaient des parfumeurs, mais cette proposition constitue l'hypothèse la plus plausible. Il faut aussi rapprocher de ces deux termes un troisième et évoquer le métier de tourarius, qui désigne en fait des vendeurs d'encens. Alors, les touraries vendent de l'encens et de nos jours, il ne nous viendrait pas à l'esprit d'assimiler cette activité à la parfumerie. Néanmoins, dans l'Antiquité, les tourarii et les unguentarii étaient proches les uns des autres. Par exemple, dans la Rome impériale, ils étaient réunis dans la même association professionnelle. Cela indique que tous étaient considérés comme des marchands de senteurs, et tout en soulignant l'absence de preuves, on peut estimer qu'il n'est pas impossible que certaines boutiques aient vendu au détail à la fois de l'encens et des huiles parfumées. Alors, par ailleurs, si l'on élargit un peu l'étude, on remarque que quelques dénominations professionnelles associent le nom de seplasiarius au mot negotians ou negotiator. Ainsi est attesté à Florence un seplasiarius negotians. À Lyon et à Cologne, on connaît des negotiatores seplasiarii. Vous avez ici une inscription de Cologne citant un Sextus Apparonius Justinus negotiatori. Il manque le petit i qui aurait dû être présent ici en ligature. Seplasiarius, negotiator seplasiarus. Alors, s'agissait-il d'un négociant en gros, faisant du commerce à longue distance ? Le texte ne permet pas de le déterminer. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'on est à Cologne, donc une ville de garnison, mais aussi une capitale provinciale, et que le texte est dédié par des fratresses, des frères. Or, il y a beaucoup d'inscriptions de militaires qui sont de Cologne et du Rhin qui sont dédiées par des fratresses, qui ne sont pas des frères au sens biologique du terme, mais qui sont des frères d'armes. Et donc cette inscription ressemble à ce que l'on observe dans l'épigraphie militaire. Et donc on peut se demander s'il n'y a pas un lien ici entre l'exercice de ce métier de négociant de ces plasias et encore une fois le milieu militaire. Alors c'est autre chose, nous sommes dans un autre cas de figure pour cette inscription, dont je vous montre une photographie pour que vous vous rendiez compte un peu de la difficulté qui est la nôtre. On est obligé de travailler sur des sources qui sont parfois très fragmentaires. Si vous avez un autel funéraire, sans doute du début du IIIe siècle,
si l'on en croit le formulaire funéraire. Et plus tard, l'autel a été réutilisé pour devenir une cuve de sarcophage, ce qui explique qu'il nous manque une grande partie du texte. Bon, alors on a un formulaire funéraire, un nom qui est sans doute celui d'Attalus, et vous voyez à quoi nous sommes suspendus pour rattacher ce document à la parfumerie. C'est quelques lettres. Vous avez ici NE, ce qui est sans doute neg pour négociator, et puis là, éplasie. On est tenté de restituer Seplasiarii, faute de mieux, mais voilà, on ne peut être sûr de rien, mais il faut faire avec. Et ensuite apparaît un N et ce qui pourrait être le début d'un A. Et donc les éditeurs, dans les années 80, ont été tentés de restituer le mot nota, notae, au datif, ou au génitif, on peut hésiter entre les deux. Et donc un note, c'est un armateur fluvial. Alors on peut se fier à la toute petite trace de lettre, mais on peut surtout se fier à une série d'inscriptions de Lyon, où on voit des négociants spécialisés qui cumulent ce métier avec celui d'armateur fluvial. Bon, ça nous donne un petit peu confiance, un peu plus confiance dans la restitution. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de mettre en relation ce profil professionnel avec des indices littéraires de l'existence d'un commerce des parfums sur longue distance. Déjà, Cicéron cite un mercator de Puzzole qui importait des parfums d'Orient. Il est aussi question de commerce maritime de parfums dans le Satyricon. Donc voilà, on peut essayer de constituer un petit dossier, vous voyez, épigraphique et littéraire, de professionnels du commerce des parfums au long cours. Et alors, dans ce dossier, on peut inclure quelques inscriptions. L'épitaphe d'un Epaphroditus, auteur d'une dédicace sur l'île d'Ithaque en 35 avant Jésus-Christ. Or, ce personnage est dit Unguentarius de Sacravia, c'est-à-dire qu'il avait une boutique, une parfumerie aux abords du Forum à Rome, et il a fait une dédicace à Ithaque. Que venait-il faire à Ithaque? Ce déplacement était-il d'ordre professionnel? On peut se demander. Et la question vaut dans le cadre du dossier du commerce au long cours de parfums. On connaît aussi un Lucus Faenius Telesphorus, qui est dit Unguentarius Lugdunensis, ça nous renvoie à Lyon, à la lyonnaise. Or, ce personnage est mort à Rome, où d'autres Faenii étaient parfumeurs. Et donc, il est assez peu vraisemblable que ce personnage soit un Lyonnais, et on peut plutôt penser que son nom de métier renvoie à des relations commerciales entre l'Italie et la lyonnaise. Enfin, je voudrais vous montrer un troisième document. Il s'agit d'un timbre sur bouchon d'amphore en Puzzolane qui a été découvert dans une épave fouillée ou découverte au large de Marseille. Or, on peut prouver que cette épave venait de Puzzole ou était passée par Puzzole et qu'elle a sombré au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, ce que l'on lit ici sur le timbre, c'est un nom d'un citoyen romain. Il y a une faute de phrase, c'est un F, un Marci Alfi pour Marcus Alfius, un M est lisible, l'éditeur restitue un F qu'il a peut-être vu en ligature, je ne sais pas, je ne jugerai pas juste avec la photo, et puis vous voyez UNG après. Alors, vous savez sans doute que sous le Haut Empire, les citoyens romains portaient 3 noms. Un prénom, ici c'est Marcus, un nom de famille, ici c'est Alfius, et un cognomen, qui était le nom d'usage. On dit parfois le surnom, mais c'était un peu impropre. Donc on pourrait penser que Ung est l'abréviation d'un cognomen. Bon, sauf que ces 3 noms des citoyens romains se généralisent à l'époque impériale. Et au 1er siècle avant Jésus-Christ,
un citoyen romain peut porter seulement 2 noms, un prénom et un nom de famille. Et puis, dans l'hypothèse où on aurait affaire à un cognomène, il faudrait encore formuler des hypothèses. Quel cognomène a-t-il pu s'agir? Alors, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les répertoires de noms latins. Et si vous trouvez 6 cognomina commençant par ung, vous vous dites c'est probablement un cognomène, en plus tel cognomène est courant, etc. Le problème, c'est qu'on ne connaît aucun cognomène latin commençant par ung. Bon. Et donc, le plus probable, c'est qu'on ait affaire ici à un parfumeur, à un unguentarius, bon. À moins que l'inscription doive être lue dans un autre sens et qu'on ait affaire aux onguents d'un Marcus Alfius. Mais ça revient un peu au même. C'est l'idée qu'on aboutit à l'idée que ce document épigraphique est un indice de commerce au long cours de parfums, probablement campagnens, vers les Gaules. Alors, qui étaient ces parfumeurs et quelle image la profession avait-elle? Alors, les inscriptions mettent en scène une très forte proportion d'affranchis parmi les parfumeurs. Ce n'est pas une spécificité de la parfumerie. L'épigraphie du monde du travail, en général, reflète la même image. Les affranchis avérés s'élèvent à la moitié environ de l'échantillon conservé. Alors, je vous montrerai un exemple parmi beaucoup d'autres. Il s'agit d'une inscription de Puzzol, encore une fois, qui a été gravée sur une urne à double compartiment, sur une urne à double compartiment. Donc il faut imaginer qu'elle avait vocation à recevoir les os d'au moins 2 défunts. Sans doute s'agissait-il du personnage cité par l'inscription et de son épouse, sans doute. Alors, qui est ce personnage? Il s'appelle Lucius Faenius Alexander. Il porte un nom qui évoque beaucoup de choses, mais qui est quand même un nom grec. Et ce que vous voyez entre son nom de famille et son cognomène, c'est l'indication explicite de son statut juridique, puisque ce personnage était en fait libertus, affranchi, Luci, d'un certain Lucius, qui devait s'appeler Lucius Faenius lui aussi, puisque les esclaves, eux, ne portaient qu'un seul nom. Donc, à l'époque où il était esclave, le personnage s'appelait Alexander. Il a été libéré et il est devenu citoyen romain. Il a donc pris un prénom et un nom de famille, le prénom et le nom de famille de son ancien maître. Alors, ce personnage était Turarius, c'est-à-dire marchand d'encens, Putelanus, de Puzzol, Puteoli. C'était un vir optimus, pour Optimus. Là, vir renvoie sans doute à sa qualité d'époux, et il ne s'agit pas seulement de célébrer le meilleur des hommes, même si on peut aussi, les deux sens se mêlent. Et il a bien vécu, finit par dire l'inscription. Alors, les affranchis avérés parmi les parfumeurs sont nombreux. Les ingénus, c'est-à-dire les hommes nés libres, eux sont très rares. Bon, il y en a peut-être un, et je vous l'ai déjà montré. Les esclaves avérés sont aussi peu nombreux dans nos sources. On en connaît quelques-uns, une demi-douzaine, dont 2 sont qualifiés d'incitores, c'est-à-dire de préposés, dans le sens que j'ai défini préalablement. Et alors ces esclaves, eux, portent un nom unique. Donc vous en voyez un ici, qui s'appelait Faustus, qui était Incitor Unguentuarius. Et ici, en fait, est indiqué le nom du maître au génitif, mais il nous montre que l'inscription est encore une fois lacunaire. En outre, il existe des cas incertains. J'ai parlé d'affranchis ou d'esclaves avérés. Des cas incertains, mais où la probabilité d'avoir affaire à des affranchis est forte. Les individus en cause portent les 3 noms des citoyens romains, mais leur cognomène est connoté socialement. Je prendrai un exemple d'un personnage qui s'appelle Caius Popilius Antus et qui était Unguentarius. Alors, ce personnage porte un cognomène grec, ce qui ne veut pas dire qu'il était grec d'origine.
Pourquoi? Parce que les maîtres à Rome avaient l'habitude de, nous dirions, rebaptiser, évidemment le terme est peu adapté pour des païens, mais de rebaptiser leurs esclaves en leur donnant un nom qui plaisait aux maîtres, au milieu des maîtres. Et très souvent, ces maîtres donnaient à leurs esclaves des noms grecs, quelle que soit l'origine de l'esclave. Et lorsque l'esclave, ou si l'esclave était libéré, ce nom grec devenait un cognomène. Alors ici, on ne peut pas être sûr que nous avons affaire à un Nunguentarius affranchi. Le monument a été fait pour lui par celle qui était sa femme, une Domitia Plecusa, qui, elle, était une liberta. L'affranchie d'une femme, puisque c'est le signe qu'on utilise pour désigner une femme propriétaire d'esclaves ou la patronne d'un affranchi, ici. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que l'autre personnage qui a contribué à la construction du monument s'appelle Caius Populus Herméros, encore un nom grec, et lui était affranchi, c'est sûr. Là, eh bien, il y a un blanc. On ne peut pas être sûr qu'on a affaire à un affranchi, mais c'est quand même très probable. La même hypothèse peut être faite pour des inscriptions plus tardives où aucun indicateur de statut n'est donné. En fait, cette habitude d'indiquer le statut d'affranchi et de citoyen tend à disparaître à la fin du 1er siècle et au 2e siècle, et donc on en est réduit à faire l'hypothèse d'avoir affaire à des affranchis lorsque un parfumeur porte un cognomène grec. La proportion d'affranchis parmi les défunts ayant exercé ce métier de parfumeur était donc plus grande encore qu'il n'y paraît. Cependant, il ne faut pas oublier que les épitaphes indiquent le statut des artisans à leur mort. Tous ces affranchis ont exercé leur métier en qualité d'esclaves pendant une grande partie de leur existence. Légalement, ils ne pouvaient pas être libérés avant 30 ans. Dans les faits, c'est plus compliqué, la règle n'était pas toujours suivie, mais ces affranchis, célébrés comme d'anciens parfumeurs, par définition, ont exercé leur profession comme esclaves une bonne partie de leur existence. Alors, ce statut des parfumeurs, ces statuts juridiques de parfumeurs ont influé sur l'image de la profession. Les témoignages sont rares et biaisés sur cette image des parfumeurs. Pourquoi? Parce que ces témoignages émanent d'écrivains qui expriment la position de l'élite. Ces écrivains prononcent des propos de circonstance. En gros, les philosophes disent qu'il vaut mieux philosopher que de travailler de ses mains. Les poètes satiriques font profession de dire du mal de tout le monde, donc des artisans également. Mais il existe indéniablement des textes qui expriment un certain mépris à l'égard du travail manuel ou commercial. Or, le plus célèbre de ces textes, celui qui est toujours cité dès qu'on parle de ces questions, évoque justement la profession de parfumeur. Il s'agit d'un texte de Cicéron, issu d'un traité philosophique sur les devoirs. Et donc, voilà ce que déclare Cicéron. Tous les artisans s'adonnent à un vil métier, l'atelier ne peut comporter rien de bien né, et les moins acceptables sont les métiers qui sont au service des plaisirs. Marailleurs, bouchers, cuisiniers, charcutiers, pêcheurs, dit Terence. Ajoute-y, si tu veux, les parfumeurs, les danseurs et tous les jeux de hasard. Bon, donc, pour Cicéron, le métier d'inguentarius doit être classé parmi les artes sordidae, les vils métiers. Cependant, je crois qu'il ne faut pas surinterpréter ce texte théorique. Pourquoi? Parce que dans d'autres textes, Cicéron va s'émerveiller devant l'habileté manuelle d'un artisan. Donc, les aristocrates eux-mêmes, plus largement, tenaient des propos très contradictoires sur l'artisanat. Ce qu'il faut retenir, c'est que le métier de parfumeur est considéré comme un métier, déjà. Et donc, les parfumeurs étaient des gens de métier, ce qui suppose qu'ils étaient regardés de haut par l'élite. Bon, mais l'élite,
c'est 2, 3, 5% de la population. Donc c'est pour cela que les témoignages peuvent être définis comme biaisés. Alors, malgré tout, le statut social des parfumeurs était peu élevé, m'a fait remarquer Luc Rona. Pourtant, le commerce des parfums était lucratif. Alors, qui tirait profit de ce commerce et comment fonctionnait-il? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord apporter une nuance. Il ne faut pas confondre statut juridique et richesse. Les affranchis riches étaient sûrement minoritaires parmi l'ensemble des individus qui réussissaient à s'extraire de l'esclavage, mais ce phénomène minoritaire existait. Il est plausible que certains parfumeurs affranchis aient vécu dans une honnête aisance, dirions-nous, ou aurait-on dit à l'époque moderne. Ce n'était pas le cas de tous, et encore une fois, le monde du travail n'était pas homogène. Mais au-delà de cette nuance, il est vrai que les richesses tirées de la production et de la commercialisation d'huiles parfumées échappaient en partie aux parfumeurs. Les parfumeurs n'étaient qu'un maillon d'une chaîne complexe. Des propriétaires fonciers, dont les domaines produisaient des roses, devaient tirer profit du commerce des parfums. Les parfumeurs devaient traiter avec eux, directement ou indirectement, et la deuxième possibilité suppose l'intervention d'intermédiaires commerciaux. Surtout, après avoir souligné que beaucoup de parfumeurs étaient des dépendants, esclaves et affranchis, il faut se demander de qui ils étaient dépendants. Alors, là encore, il faut apporter des nuances. On a des exemples de dépendance interne au monde du travail. Là, vous avez la transcription de l'inscription de Florence qui cite un Seplasiarius Negotians qui avait à sa disposition un esclave préposé, Adiectus, qui devait l'aider dans son activité. Bon, alors après, on peut écrire tous les romans qu'on veut. Peut-être que l'inciteur tenait boutique pendant que l'autre gérait ses affaires de manière plus large, gérait l'approvisionnement, les débouchés, etc. Bon, ce sont des hypothèses un peu en l'air, mais qui le sont un peu moins, encore une fois, si on rapporte ce document précis à une série d'indices. Il est certain, par ailleurs, que les maîtres et les patrons captaient une partie des richesses produites par des esclaves et des affranchis, sans être des parfumeurs pour autant. Bon, pourquoi? Parce que les esclaves préposés versaient leur chiffre d'affaires à leur maître, qui pouvait ne rien avoir d'autre à faire avec la parfumerie que cette relation à son esclave. Des affranchis devaient rembourser leurs prêts, et donc l'existence de flux financiers est indéniable. Alors, les problèmes surviennent lorsque l'on tente d'aller plus loin que cette affirmation et lorsqu'on tente d'identifier formellement les maîtres et les patrons d'affranchis. Par exemple, à l'époque impériale, on connaît plusieurs Turari ou Uguentari italiens qui ont porté le nom de Faenius. Alors, j'en ai déjà montré un exemple. En voici un autre où vous voyez deux Turari qui sont probablement des affranchis aussi, du 1er siècle, plutôt avant les années 50-60 en fonction du formulaire funéraire. Ici, vous avez un autre Faenius, Ursio. L'inscription est peut-être un peu plus tardive puisqu'elle est dédiée au dieu Man. Les dieux Man sont mentionnés explicitement, donc c'est peut-être une inscription postérieure à 60. On ne peut pas être très affirmatif. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a toute cette série d'inscriptions de Rome, de Puzzol, d'Ischia, de Boville, qui citent des Lucii Fanii, parfumeurs. Bon, et ce sont très souvent des affranchis. Là, il faut en déduire l'existence d'un réseau. Il faut déduire l'idée que ces personnages étaient liés entre eux. Bon, est-ce qu'ils exerçaient indépendamment les uns des autres? Sans doute. Mais de qui étaient-ils dépendants?
qui était en position de tête de réseau, si l'on peut dire. Bon. Alors, il se trouve qu'on connaît des aristocrates romains portant le même nom de famille. Bon, on connaît ainsi un préfet de la Nonne qui a exercé ses fonctions en 55, s'appelant Lucius Faenius Rufus. Et donc la déduction immédiate, la conjecture, serait de dire ils dépendent tous de ce riche personnage qui, lui, se consacre à sa vie politique et finance des activités de parfumerie en prêtant à des affranchis, en ayant sans doute des préposés. Bon, le seul problème, c'est qu'on ne conserve la trace que d'un tout petit nombre de faénis. Et que ce préfet de la Nonne, il avait des cousins, il avait des frères, des gens plus éloignés encore qui portaient le même nom. Bon, et donc le lien qu'on établit entre une toute petite proportion des parfumeurs connus et ce personnage, et si on se décide à franchir le pas, ce lien serait très ténu. Donc il faut mieux rester prudent et se dire que voilà, nous avons une trace de l'existence de ces liens de dépendance. Ces liens de dépendance existaient. Maintenant, il faut être prudent et ne pas être trop affirmatif quand on veut vraiment établir des connexions trop directes. Bon. Encore une fois, il y aurait d'autres noms de famille à étudier, mais je ne traite que cet exemple. Alors, une dernière hypothèse consiste à se poser la question suivante. Est-ce que des propriétaires de grands domaines, producteurs de roses, par exemple, ou d'olives, préposaient en ville des parfumeurs chargés d'écouler une production qu'ils contrôlaient en sous-main, ou même directement? Bon. Alors, une telle organisation a pu exister, mais à ce jour, on n'en a pas la preuve formelle. Bon. Et si l'on admettait l'existence d'une telle organisation, rien ne permettrait d'exclure la coexistence d'autres formes d'organisation. Il est de bonne méthode de se méfier des schémas d'interprétation uniques. C'est ce que l'étude du commerce romain en général laisse entendre. Alors voici une autre question que m'a posée Luc Renat dans son volonté d'être concret. À titre d'exemple, pouvez-vous nous raconter l'histoire des deux parfumeurs connus à Pompéi? Alors prétendre raconter l'histoire de ces personnages serait bien présomptueux vu la documentation. Disons plus modestement que deux documents livrent le nom de parfumeurs de Pompéi, et ces documents sont de nature très différente. Alors, le premier texte, ce n'est pas celui-là, mais le premier texte correspond à un graffito obscène qui pouvait être lu dans la zone du forum. Je vous ai amené une représentation de ce type de document, pas facile à déchiffrer, et là vous avez encore un graffito obscène qui vient, lui, du lupanar de Pompéi, et le texte raconte bien une histoire un peu scabreuse, l'histoire d'une passe, tout simplement. Alors, le graffito qui évoque un parfumeur peut être transcrit de cette manière: Phoebus unguentarius optume futuit. Alors, la traduction la moins édulcorée, je me lance, c'est Phébus, le parfumeur, a baisé excellemment. Donc voilà ce qu'on peut lire sur les murs de Pompéi. Vous voyez que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais écrit beaucoup de choses intelligentes sur les murs au passage. Bon. Alors au-delà des performances sexuelles du personnage, le nom Phébus est remarquable parce que c'est encore un nom grec. Bon, un nom unique, mais ça ne suffit pas à dire que c'est un esclave et pas un affranchi, puisque sur ce type de document, on ne s'embarrassait pas de l'état civil complet, forcément. Alors le second document est très différent. Il s'agit d'une inscription sur pierre. Je n'ai pas de photo à vous montrer, mais je vous ai quand même amené un fac-similé, le fac-similé du corpus des inscriptions latines, publié au XIXe siècle, pour vous donner une idée des recueils sur lesquels on travaille. Donc, est cité Unguentarius, Marcus Decidius, probablement Faustus, qui est un affranchi encore, et qui agit avec un autre personnage pour dédier un monument à Apollon.
Apollon n'est pas cité, mais c'est dans l'enceinte du sanctuaire qu'on a trouvé le monument. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages agissent en qualité de ministres d'Auguste. Bon, je vais expliquer quelle est cette fonction. Mais avant, je dis un mot du reste du texte. La fin du texte correspond à la mention des magistrats de Pompéi en charge pendant l'année où les deux ministres ont agi, et ensuite vient la mention des consuls de Rome, un consul éponyme, et donc on peut déterminer que la dédicace a été faite en 3 après Jésus-Christ. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est cette fonction de ministère augusti, qui correspond à un sacerdoce subalterne lié à la personne du prince Auguste, dont la fervente dévotion à l'égard d'Apollon est bien connue. Or, ce type de fonction était réservé à des gens relativement modestes, souvent des affranchis, qui, tout en évoluant dans les milieux inférieurs à celui des notables, disposaient de quelques biens. Il fallait déjà avoir quelques biens pour payer cette fonction par le biais de diverses formes de générosité, et il fallait bien avoir un peu d'argent pour payer ce monument. En fait, cette fonction de ministre d'Auguste est assez comparable à la fonction de sévire augustale que l'on rencontre beaucoup dans l'épigraphie de l'Occident des 3 premiers siècles. Là encore, il s'agit de fonctions sacerdotales liées au culte impérial et très souvent confiées à des affranchis aisés ou assez aisés. Or, en Gaule, notamment, plusieurs sévires augustaux sont connus pour avoir été des parfumeurs ou des négociants en parfums. Bon, on a un exemple en particulier d'un parfumeur et sévire à Lyon, dont la dernière demeure se situait près de Chalon-sur-Saône, sur les territoires des Éduins. Et ce personnage apparaît sur un sarcophage du début du IIIe siècle. Donc à travers ce personnage de Pompéi et des sévires augustaux parfumeurs qu'on rencontre ailleurs, on voit que le métier de parfumeur permettait d'atteindre une certaine aisance, d'atteindre ce qui était parfois l'antichambre des élites locales, si vous voulez. Bon. Alors, passons à autre chose maintenant, en répondant à cette question. Comment l'épigraphie nous renseigne-t-elle sur l'organisation des corporations? Personnellement, je n'utiliserai pas ce terme, mais c'est le terme qui a été utilisé par Lucrona. Et quel était le rôle de ces associations professionnelles? Il vaut mieux parler d'associations professionnelles parce que le terme est moins connoté que celui de corporation. On parle souvent de collèges professionnels parce que ces collectivités étaient désignées souvent par le mot collegium en latin. Le terme de corporation est anachronique et en fait même les modernistes ne veulent plus l'utiliser parce que en fait, ce terme de corporation remonte à la fin de l'Ancien Régime et parce que ce terme est lié à une forme de collectivité en fait, qui est beaucoup moins répandue que l'usage historiographique du mot corporation. Les collèges professionnels étaient en fait des structures de sociabilité, plus que des structures d'organisation de la vie économique. Des individus exerçant le même métier se réunissaient en dehors du travail proprement dit pour partager des moments de convivialité. Ils célébraient des cultes communs. Des banquets les réunissaient dans une ambiance festive. Bon. Et pour organiser ces activités, qui étaient financées par cotisation, les collèges élisaient des responsables. Donc, à la différence des guildes du Moyen-Âge ou de l'époque romaine, les collèges du Haut-Empire ne s'occupaient pas de réglementer et d'encadrer l'exercice du métier. Pourtant, les associations professionnelles avaient un impact sur l'économie en assurant une mise en réseau de professionnels. Concrètement, on devait discuter affaires dans le cadre des activités cultuelles et festives. Donc les collèges ont pu contribuer à réguler l'activité économique, mais de manière tout à fait informelle, si vous voulez. Alors, une seule inscription de Rome cite des Turarii et des Unguentarii réunis au sein du même collège. Donc, leur collectivité a exprimé son loyalisme à l'égard de la maison impériale. L'inscription est dédiée à la sauvegarde de la maison d'Auguste, la maison du prince.
Vous voyez que la collectivité en question, c'est le collège des Turari et des Ungwentari qui est réuni ici. Enfin est cité le magistrat responsable de l'association qui a pris en charge l'exécution matérielle de l'inscription. Il s'agit d'un certain Novius Successus, dont on n'a pas le prénom, et qui est défini comme un questeur du collège. Donc, dans le cadre de la loi 1901, on appellera ça un trésorier. Et donc, il faut imaginer que ce trésorier avait au-dessus de lui un président d'association, peut-être désigné par le titre de quinquennalis, qu'on rencontre très fréquemment. Bon, alors, on n'a pas d'autres inscriptions de collège de parfumeurs au sens strict. Alors, il y a des aromatari qui ont un collège à Rome, mais peu importe. On n'a pas d'autres indications de l'existence de collèges de parfumeurs ailleurs, dans les autres villes de l'Occident romain. Et pour l'Orient romain, le livre de référence, qui est celui de Weinneif, n'en cite aucun. Donc, les parfumeurs étaient sans doute trop peu nombreux pour former une association officielle dans la plupart des cités de l'Empire romain. Ils furent sans doute admis dans des collèges d'artisans en général, que l'on connaît en revanche dans de nombreuses cités. Alors, le cas de Pompéi est un peu particulier en raison de la conservation d'inscriptions électorales. Et au moins l'une d'entre elles correspond à l'appel formulé par des Ungwentari à voter pour un candidat aux élections locales. Bon, le mot Ungwentari est restitué sur un deuxième document, et le mot n'apparaît pas en entier sur l'inscription conservée. En tout cas, à travers au moins une inscription, des parfumeurs s'illustrent par une démarche commune, mais il n'est pas sûr qu'ils aient formé le collège de tous les parfumeurs de la ville. Et là, on peut comparer cette inscription à des inscriptions électorales de boulangers de Pompéi. On a des inscriptions où des pistores, des boulangers, agissent avec des vicini, avec les voisins. Et donc là, on a plutôt l'impression qu'on a affaire à une inscription électorale des boulangers d'un petit quartier, les boulangers du coin et puis le voisinage. Et donc, ce n'est pas une inscription des boulangers de Pompéi en général, formant un collège officiel. Et en plus, en 79, il y a des problèmes avec les collèges de Pompéi sur lesquels on reviendra peut-être dans la discussion, mais je ne veux pas être trop long. Donc je répondrai à une dernière question qui m'a été posée. Existait-il des quartiers de parfumeurs comme à Pompéi? Comment en être sûr? Bon, alors pour l'exemple pompéien, je pense que Jean-Pierre Brun vous en a parlé ou en parlera, donc je ne traiterai pas de ce cas. J'évoquerai juste un précieux document qui concerne encore une fois la ville de Puzzole et en particulier un quartier de cette cité, de cette ville du nord de la baie de Naples. Alors ce quartier portait le nom de Regio, zone, Clivi Vitrari Sive Vici Turari. On peut traduire littéralement zone de la rue des vitriers ou quartier des marchands d'encens. Alors l'association de ces deux métiers dans le même toponyme n'est pas fortuite, n'est probablement pas fortuite. Il est probable que les premiers fournissaient aux seconds de petits récipients en verre servant au conditionnement de leurs marchandises. Bon, alors, il faut se méfier de ce qu'on appelle la microtoponymie. Pourquoi? Parce qu'elle peut se référer à un moment très précis de l'histoire urbaine. Nos rues modernes le montrent bien. On ne peut pas faire une histoire de la banque en France à travers les rues des Argentiers, ou alors ce n'est pas l'histoire du XXIe siècle qu'on fait, c'est une histoire qui est plus ancienne. Alors ici, donc, vous avez un monument qui date du IVe siècle après Jésus-Christ. Plus exactement, on peut dater l'inscription en raison de la carrière du personnage honoré entre 337 et 342. Alors à cette époque, au IVe siècle, ont été rédigés des textes qu'on appelle les régionnaires. Et ces régionnaires
peuvent être qualifiés de manière très grossière et rapide comme des guides de la Rome du IVe siècle après Jésus-Christ. Et dans les régionnaires, pour la ville de Rome, on connaît un vicus unguentarius. Les spécialistes proposent de le placer entre le forum et le forum boarium. Donc oui, il existait sans doute des quartiers de parfumeurs dans certaines villes d'Italie et de l'Occident, et en même temps, on ne peut pas généraliser. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que j'espère vous avoir montré que nous avons des sources qui nous demandent beaucoup de travail. Il ne faut pas trop se plaindre du manque de sources parce qu'on n'a pas assez de toute une vie professionnelle pour les traiter toutes, donc il faut arrêter de dire qu'on n'a pas assez de sources, etc. Mais quand même, nous avons affaire à des éclairages ponctuels qu'on essaye de rapprocher les uns des autres, on essaye d'établir des séries pour écrire des bribes d'histoire sociale et économique. Donc il ne faut pas trop minorer le volume de l'ensemble de nos sources. La deuxième chose que j'espère vous avoir montré, c'est la variété des sources épigraphiques. Lapidaire, instrumentum, tablette de cire ou tablette sur bois. Et là encore, c'est, j'espère, un élément qui vous montre la richesse des sources épigraphiques au-delà du constat des limites quantitatives et qualitatives qui existent aussi et qu'il faut souligner, mais il ne faut pas s'en tenir là. Je vous remercie.